Alors, plusieurs personnes lèvent le bras. Je vais commencer par Madame, au fond. Voilà. Et on prendra un petit nombre de questions, peut-être 3. Hein. Ça marche. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je m'appelle Aïta, je bosse sur la ville du quart d'heure. Donc c'est un projet européen qui regroupe plein d'universités et plein de villes européennes. Et en fait, en écoutant beaucoup les présentations, il y a la notion de confiance qui revenait, de restaurer la confiance auprès de l'usager, la notion de mettre en place les projets de services express métropolitains là où il y a de la densité. Et en fait, la question que je me posais, c'est quelle est la place du récit au fait, dans la mise en place au fait, des projets de services express métropolitains et à quel point l'aspect systémique prend place, en tout cas dans la pensée aussi de ce projet-là. Je m'explique, par exemple, on sait qu'on va placer on va mettre en place des nœuds ferroviaires. Ça va participer d'une certaine façon à une certaine pression foncière. Donc, comment ces impacts aussi sont mis en place et toujours dans la question du récit, comment en fait la confiance des usagers peut être restaurée d'une certaine façon. Donc je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc la place du récit, en tout cas, quel est le récit au fait des services express métropolitains et comment les gens peuvent tout simplement s'y voir. Comment le rendre désirable? Est-ce que c'est... Voilà. Comment les rendre désirables? Oui, voilà. Deuxième question. Je privilégie les personnes qui n'en ont pas encore posé. Madame. Oui, merci. Région Centre-Val de Loire à Ville-de-Tours. J'avais une question sur... vous avez parlé à un moment des enjeux paysagers. Moi, je pose la question du développement donc des SERM. Quand il y a un réseau ferré, c'est assez simple, parce qu'il faut le remettre. Voilà. Quand il n'y en a pas, on a la question de l'abattage des arbres, on a la question, bien entendu, de notre adaptation au réchauffement climatique et l'adaptation des espaces publics. Donc, on n'en a pas parlé, mais c'est souvent en contradiction, que ce soit le tram ou, comme vous disiez, les SERM. On a cette problématique de souvent décider d'abattre des arbres en masse pour pouvoir faire passer les mobilités et les flux. Donc voilà, comment on fait finalement pour faire en sorte de ne pas sacrifier les uns pour les autres. Merci. Enfin, monsieur... Oui, Pierre Toulouse, je suis consultant en mobilité. Je voudrais savoir s'il existe dans le système un garde-fou qui permette d'éviter que le constructeur, société du grand projet, soit impliqué au résultat. Parce qu'on a connu la dérive dans d'autres secteurs des infrastructures, de sociétés qui n'ont aucun... À partir du moment où ils ne sont pas mêlés à l'exploitation, n'ont aucune raison de ne pas forcer les travaux de façon à assurer sa propre subsistance. Je veux dire, voilà, est-ce qu'il y a un garde-fou qui permet d'éviter ces dérives? On l'a connu particulièrement pour la Société du Grand Paris, qui n'est pas responsable, enfin qui se considère comme non responsable de la continuation de deux lignes dont on sait pertinemment qu'elles n'ont aucun espoir d'être économiquement rentables, ni maintenant ni à terme. Voilà, donc vous avez 3 questions assez difficiles, mais en même temps assez concrètes. Le récit pour rendre les SERM désirables, les arbres, ça c'est vraiment un sujet auquel vous allez forcément être confronté s'agissant de construire des infrastructures. Et la responsabilité
de la Société du Grand Paris par rapport à l'exploitation future? Oui. Alors sur la place du récit du CERM, enfin la place du récit du CERM, je pense qu'il est assez simple à élaborer parce que en fait il nous vient déjà du terrain. C'est que dans les métropoles qui sont toutes asphyxiées, engorgées, on a des remontées déjà d'habitants qui nous disent mais moi je suis obligé maintenant, je suis obligé de prendre ma voiture, je suis obligé de consommer évidemment parce que vous ne nous, et ils nous interpellent en tant que politiques, vous ne nous proposez rien. Et donc quelque part la bataille culturelle, si on peut dire, est gagnée. Et le besoin et l'envie de transport en commun s'expriment de façon extrêmement claire, que ce soit pour des considérations sociales ou des considérations de pouvoir d'achat ou des considérations écologiques. Donc là, je crois que ce n'est pas vraiment un problème sur cette question-là. Que effectivement, si les politiques qui arrivent et qui disent à votre porte, vous aurez un transport en commun tous les quarts d'heure, fiable, régulier, pas que aux heures de pointe, qui permettent à la fois de considérer votre vie professionnelle, votre vie familiale. Franchement, je n'en connais pas, moi, en tout cas des électeurs et des électrices que je fréquente et même de gens autour de moi qui me disent que ça ne les intéresse pas, quoi. Voilà. Donc là, je pense que sur cette question-là, on n'a vraiment pas de problème par rapport au CERM. Là où on a plus de... Vous avez raison de le pointer, et je le mets complètement en lien avec l'autre question sur le sujet des arbres, c'est par rapport à la question de la pression foncière. Parce qu'en effet, ce sont des CERM qui se réalisent dans des zones qui sont déjà souvent fortement urbanisées. Et dans l'hypothèse où les élus en responsabilité n'ont pas préparé dans leur schéma de directeur, n'ont pas préparé la vision à 10, voire 20 ans, parce que pour les transports en commun, c'est des visions à temps long également, au-delà de la question du tissu industriel dont je parlais tout à l'heure, ce sont des questions à temps long, eh bien, le développement de ce type de transport va se faire au détriment de zones urbanisées et voire au détriment de zones paysagères, voire de zones vertes qui pourraient devenir finalement contre-productives par rapport à l'ambition que l'on a en termes de gaz à effet de serre. Et donc là, il faut passer dans un échelon différent, qui est celui à la fois de l'intérêt supérieur par rapport à l'intérêt local de la préservation d'arbres. Mais là aussi, et là encore, je pense que les élus ont une vraie légitimité à s'exprimer quand, par ailleurs, ils ne défendent pas des projets qui sont complètement en contradiction avec la question de la planification écologique, puisque c'est le terme consacré, puisque là, ce sont des transports en commun, et c'est pour, socialement aider nos concitoyens, et deux, par rapport à la question environnementale, alléger la pression de la production des gaz à effet de serre. Donc, franchement, je crois que l'acceptation sociale de faire tomber quelques arbres pour construire une voie ferrée ou une piste cyclable, ce n'est pas la même chose que l'acceptation sociale pour construire une autoroute parallèle à une route nationale, parallèle à une voie ferrée, si vous savez à quoi je fais référence. S'il vous plaît, je permets de demander un tout petit peu plus de concision pour les réponses aux deux autres questions, oui, alors pour le qui s'adressent surtout à la représentante de la Société du Grand Paris, je pense. Oui, mais enfin, je pense que les politiques ont à dire sur la question des garde-fous, parce que ce n'est pas la Société des Grands Paris qui elle-même va se fixer ses propres règles. Par contre, mais je ne veux... non. Et c'est donc, j'en ai discuté plusieurs fois avec Jean-François Monteil, et il est parfaitement d'accord avec cela. Oui. C'est les politiques qui fixent la règle qui va s'imposer à la Société des Grands Projets. Oui. Voilà. Comme j'ai parlé beaucoup...
Je dis un mot en complément, mais je suis évidemment complètement d'accord. J'allais dire que le premier garde-fou, c'est notre gouvernance, en fait. Donc, notre conseil de surveillance, c'est notre premier garde-fou. Il faut qu'on rende compte à notre conseil de surveillance de ce qu'on fait sur le Grand Paris Express, de la manière dont le projet avance. Et on le fait en totale transparence avec un reporting très, très régulier à travers un rapport d'avancement périodique. Et cette transparence, c'est sans doute, je pense, le meilleur garde-fou pour nos concitoyens. Pour nos concitoyens, pour l'ensemble des acteurs, puisque très régulièrement, notre conseil de surveillance, qui regroupe l'État, nos tutelles, les représentants des principales collectivités territoriales franciliennes, évidemment, ont à connaître de l'avancement du projet, des aléas sur les délais, sur les coûts et de la manière dont on compte y répondre. Oui. Je ne veux pas dire que c'est ce que monsieur a voulu nous dire en posant la question, mais en fait, ce que vous avez dit, c'est qu'il fallait éviter que... En fait, vous avez posé la question de la responsabilité de la SGP à partir du moment où vous n'avez pas l'exploitation de la ligne. Là où je veux quand même être assez clair, parce que le sujet est revenu peu de fois lors du débat à l'Assemblée nationale, où de moins des collègues sont venus me poser la question. Il est hors de question, et je tiens juste à le dire vis-à-vis de la SNCF, qu'on donne la possibilité à la SGP demain de pouvoir exploiter une ligne. Et je crois qu'à travers ce qui a été des lignes, ce qui a été mis en avant par Madame Imbaud de Trogoff, montre très bien qu'on peut, à travers des garde-fous de transparence, de sorte à ce que chacun puisse voir ce qui se passe au sein même de la société des grands projets, éviter de se lancer dans un débat où on permettrait demain à la SGP d'exploiter telle ou telle ligne. Voilà ce que je voulais dire sur le dernier point. Et très rapidement, sur le sujet du récit, qui est juste essentiel, vous avez bien fait de poser la question, madame. On doit absolument ramener le projet à ce que ça peut apporter dans l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Là, on a eu des débats d'experts, tout ça, c'est très bien, mais la personne qui se lève très tôt le matin et qui rentre le soir très tard, à la limite, elle se moque de savoir qui va avoir la maîtrise d'ouvrage et comment est-ce que tout ça va se coordonner. Ce qu'il faut présenter, c'est les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre. Dans notre territoire, en région sud, à Marseille, vous avez des gens qui passent 15 jours de l'année dans les embouteillages. C'est 15 jours qui ne passent pas avec leur famille, à se cultiver, etc. Si demain on arrive à apporter un niveau de transport digne de ce nom, c'est forcément des gens qui auront beaucoup plus de temps libre, du temps pour le bien-être, du temps à passer en famille. Et puis le dernier point qui est juste essentiel, c'est notre environnement, notre planète, et donc notre responsabilité, c'est avant tout de présenter les Serm sur cet aspect-là pour avoir un récit qui parle à tout le monde. Alors, je crois qu'il y a une ultime question des cyclistes urbains, c'est ce que j'ai entendu. Bon, si tel n'est pas le cas, je vais inviter... Ah, ils arrivent. Bonjour, merci beaucoup. Donc effectivement, c'est la FUB, la Fédération des associations de promotion du vélo. On est extrêmement intéressé par ces projets et aujourd'hui tout le monde semble assez d'accord pour dire que les Serm seront des projets résolument multimodaux. Or, aujourd'hui, on a essentiellement parlé de transport collectif, même si le vélo a été mentionné. Et nous, ce qu'on voudrait simplement souligner, c'est que les métropoles qui sont concernées aujourd'hui par ces projets de Serm ont des objectifs très ambitieux en termes de part modale qui ont été fixés. Alors, si on prend l'exemple de Bordeaux, Bordeaux Métropole s'est fixé l'objectif d'atteindre 18% de part modale à horizon 2030, avec des investissements qui sont déjà parfois consentis, très ambitieux et déjà engagés. Et donc, finalement, on voulait simplement vous entendre, éventuellement, Monsieur Zulesi, et peut-être aussi du côté de la Société du Grand Paris, sur les propositions que porte la FUB, c'est-à-dire l'intégration systématique du vélo dans la définition de ces Serm, puisque on sait que le vélo est un allié particulièrement intéressant pour
renforcer l'attractivité des lignes fortes. Donc le stationnement vélo en gare, les services de location de vélo aussi, pourquoi pas. Et puis les réseaux express vélo structurants, comme finalement, au même titre que les réseaux de transport collectif, pourraient être une partie intégrante et structurante de ces réseaux. Alors, on me dit dans l'oreillette que les amendements FUB ont déjà été déposés, donc ça sera discuté au Sénat, pas de difficulté. Et bien entendu adopté. Non mais juste pour... Et puis je vous laisserai peut-être conclure. Si en fait on n'a pas mis le mot vélo dans l'alinéa numéro 1 qui définit ce qu'on appelle services express régionaux métropolitains, parce que on a mis le terme les mobilités décarbonées, ce qui nous a bien entendu permet d'englober toutes les mobilités actives, en particulier le vélo. Bien entendu, parce que le débat il va avoir lieu au Sénat, mais de nouveau, il aura lieu, je le sais, autour de la CMP, la commission mixte paritaire. S'il faut aller plus loin sur des sujets de vélo, moi je suis tout à fait ouvert. Il faudra qu'on en discute avec nos collègues sénateurs une fois le débat en commission et en hémicycle passé. Voilà. Non, mais un mot pour dire qu'effectivement, les mobilités actives sont extrêmement importantes. Et sur le Grand Paris Express, on y est très attentif à chaque fois qu'on pense les espaces publics, donc les quartiers de gare, les parvis, etc. A fortiori, évidemment, quand on aura à travailler sur ces espaces-là pour les services express régionaux métropolitains, il faudra que ce soit une préoccupation extrêmement importante.